Mes parents adoraient ma sœur jumelle et me traitaient comme si je n'étais rien, alors j'ai disparu à 18 ans. Mais ce qui s'est passé ensuite a brisé leur illusion parfaite. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner et dites-nous d'où vous nous regardez dans les commentaires, on lit chacun de vos messages. En grandissant, je n'ai jamais vraiment eu l'impression d'avoir ma place dans ma famille. J'ai une sœur jumelle, Jenny. Nous ne sommes pas de vraies jumelles et, croyez-moi, on ne devinerait jamais que nous sommes parentes juste en nous regardant. Elle ressemble à l'une de ces filles qu'on voit sur Instagram. Toujours parfaite, blonde, grande, elle a vraiment tout pour elle. Pendant ce temps, je mesure un m57, j'ai les cheveux bruns et je ressemble plus à la photo, avant, dans ces émissions de relooking. Ce n'est pas que je cherche des compliments ou quoi que ce soit. C'est juste la réalité avec laquelle j'ai grandi. Les gens la voyaient toujours en premier, y compris mes parents. Dès notre plus jeune âge, il était assez évident de savoir qui était la star de la famille. Jenny était toujours au premier plan et au centre de chaque photo, de chaque vidéo de famille et de chaque souvenir que nous semblions créer. Moi, j'étais juste là, je suppose. Je m'y suis en quelque sorte habitué, mais ça faisait mal. Je pense que le pire, c'est que personne ne semblait même le remarquer. Ni mes parents, ni mes amis, personne. Je me souviens d'un anniversaire, je crois que nous avions 12 ans, et mes parents ont organisé une grande fête pour nous deux, mais je n'avais pas vraiment l'impression que c'était ma fête. Ils ont passé tellement de temps à trouver la robe parfaite pour Jenny, à s'assurer que ses cheveux étaient bien coiffés et à dire à quel point elle était belle. Moi, ils m'ont donné une carte cadeau pour Target et m'ont dit que je pouvais choisir quelque chose pour moi si je voulais. C'était un peu la norme pour moi, toujours recevoir les restes. Jenny, d'un autre côté, était le genre de personne dont les gens voulaient être proches. Elle pouvait entrer dans une pièce et instantanément tout le monde gravitait autour d'elle. Ce n'est pas que je la détestais pour ça. Bon, peut-être un peu, mais ce qui me touchait vraiment, c'est comment nos parents alimentaient ça. Ils adoraient l'attention qu'elle recevait, comment elle semblait toujours être le centre de tout. Je crois qu'ils ont commencé à me voir davantage comme un personnage secondaire dans ma propre vie. J'ai toujours été plutôt du genre réservé. Ça ne me dérangeait pas de lire un livre ou de passer du temps seul. Mais même quand j'essayais d'attirer l'attention, j'avais l'impression d'être constamment comparé à Jenny. Si elle portait une nouvelle tenue, ma mère disait quelque chose comme « Jenny n'est-elle pas magnifique là-dedans ? Peut-être que tu devrais essayer de t'habiller comme elle. » Ou quand nous allions à des événements familiaux, ils s'extasiaient sur le fait qu'elle devenait si belle et si brillante, puis me jetaient un regard comme si je n'étais là que pour accompagner. Je pense que c'est vers le collège que j'ai vraiment commencé à remarquer à quel point les choses étaient différentes pour nous. Jenny recevait tout le soutien, que ce soit pour ses amis pom-pom girls ou pour tout ce qu'elle voulait faire. Nos parents assistaient à chacun de ces matchs, assis au premier rang, l'encourageant comme si elle était sur le point de gagner les Jeux Olympiques. Pendant ce temps, j'étais dans l'équipe d'athlétisme, je me donnais à fond lors des compétitions. Et pas une seule fois ils ne sont venus me voir. Pas une seule fois. Je n'oublierai jamais cette fois où j'avais une course importante. J'étais tellement excité parce que je m'étais entraîné pendant des semaines et je voulais vraiment leur montrer ce que je pouvais faire. Je leur en ai parlé, je me suis assuré qu'ils savaient quand et où c'était, et j'ai même demandé s'ils pouvaient apporter un appareil photo pour prendre quelques photos. Eh bien, le jour J est arrivé, et j'ai regardé dans les gradins avant le début de ma course. Devinez quoi, ils n'étaient pas là. Plus tard, j'ai découvert qu'ils étaient à l'un des entraînements de Pom-Pom Girls de Jenny. Même pas une compétition, un entraînement. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point ils s'en fichaient. Ce n'était pas seulement l'attention non plus. La façon dont ils dépensaient l'argent pour nous rendait les choses encore plus évidentes. Si nous allions faire du shopping, Jenny avait toujours les articles chers, des vêtements de marque, de nouvelles chaussures, et tout le tralala. Moi, j'avais les basiques, ce qui restait après qu'ils aient dépensé la majeure partie du budget pour elle. Je me souviens avoir demandé à ma mère pourquoi je ne pouvais pas avoir les mêmes choses. Et elle m'a littéralement dit, « Eh bien, les gens connaissent plus Jenny, donc elle doit être plus belle. » C'était comme s'ils ne se souciaient même pas de ce que je ressentais. J'étais juste là pour faire de la figuration. Avec le recul, il n'est pas étonnant que j'ai eu l'impression de ne pas compter. J'ai essayé de l'ignorer pendant longtemps, en me disant que j'exagérais peut-être ou que j'étais trop sensible. Mais ce n'était pas juste moi. Tout le monde autour de nous traitait Jenny comme si elle était le soleil et que j'étais juste une planète quelconque tournant autour d'elle. Le pire,
c'est que j'ai commencé à y croire. Je pensais que peut-être je ne valais pas autant parce que je n'étais pas aussi jolie ou populaire. Peut-être que si je faisais plus d'efforts, ils me remarqueraient. J'ai commencé à redoubler d'efforts à l'école, à obtenir de bonnes notes, espérant qu'ils me donneraient enfin le même genre d'attention qu'ils donnaient à Jenny. Mais ça n'a pas marché. Même quand je ramenais un bulletin parfait, tout ce que j'obtenais était une tape dans le dos, pendant qu'il s'extasiait encore sur le fait que Jenny avait été élue, la plus susceptible de réussir, dans son annuaire. Je ne peux pas mentir, ça m'a vraiment perturbé. Je voyais d'autres familles où les frères et sœurs étaient traités de manière égale, et je ne pouvais pas m'empêcher de me demander pourquoi la mienne n'était pas comme ça. Pourquoi devais-je travailler si dur juste pour obtenir une fraction de l'attention qu'elle recevait sans même essayer? C'est arrivé à un point où j'ai juste commencé à m'éloigner. Je passais plus de temps dans ma chambre, évitant les dîners de famille ou les rassemblements où je savais que Jenny serait le centre de l'attention. Je ne la détestais pas, mais je ressentais certainement du ressentiment pour la situation. C'est difficile de ne pas en ressentir quand on se sent invisible à côté de quelqu'un qui brille si fort. Il y a un souvenir qui me reste en mémoire. C'était l'été avant notre entrée au lycée. Ma mère nous avait emmenés faire les magasins pour les vêtements de la rentrée, et comme d'habitude, Jenny a eu toute une nouvelle garde-robe. Des marques, toutes les dernières tendances. Quand ce fut mon tour, je me suis retrouvé avec quelques t-shirts et jeans du rayon des soldes. J'ai demandé à ma mère pourquoi Jenny avait eu tellement plus, et elle a juste haussé les épaules en disant « Eh bien, les vêtements ne t'intéressent pas autant que Jenny. » C'est à ce moment-là que j'ai su avec certitude que rien ne changerait jamais. Grandir dans l'ombre de Jenny, ce n'était pas seulement le fait qu'elle soit plus jolie ou plus populaire. C'était la façon dont mes parents me montraient constamment, par un million de petites choses, qu'elle comptait plus. Peu importe ce que je faisais, j'allais toujours être le second choix. Ce n'est pas une seule chose qui m'a fait basculer. C'était comme un tas de petits moments qui s'accumulaient jusqu'à ce que ça devienne trop. J'ai atteint un point de rupture à mes 18 ans. Mais laissez-moi vous expliquer comment cela s'est réellement passé. Grandir avec Jenny était difficile, mais quand nous sommes arrivés au lycée, c'est devenu bien pire. À ce moment-là, elle avait un immense groupe d'amis et j'étais toujours la fille bizarre et silencieuse. Je ne me suis jamais vraiment intégré, peu importe mes efforts. C'était comme si tout le monde me connaissait comme la sœur de Jenny, mais personne ne se souciait de me connaître moi. Je crois que mes parents s'attendaient à ce que je me fonde dans le décor pendant que Jenny brillait. Et honnêtement, je l'ai fait pendant un certain temps. Je me suis dit, à quoi bon se battre? Il n'allait pas changer, et elle non plus. Mais en terminale, je me préparais à partir. Je le planifiais depuis un moment. Je n'en ai parlé à personne, même pas à mes amis. Je ne voulais pas risquer que mes parents le découvrent avant que je ne sois prête. Je travaillais à temps partiel dans un café local et j'économisais chaque centime que je pouvais. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était assez pour me permettre de partir. Je savais que je ne pouvais pas compter sur mes parents pour m'aider une fois parti, donc je devais le faire seul. Quoi qu'il en soit, le point de rupture est arrivé le jour de mon 18e anniversaire. Mes parents ont décidé d'organiser une fête commune pour Jenny et moi, comme ils le faisaient toujours. Mais bien sûr, j'avais l'impression que la fête était plus pour elle que pour moi. Ils avaient invité tous ses amis, dont la plupart savaient à peine que j'existais, et toute l'attention était de nouveau sur elle. Je me souviens être debout dans un coin de notre jardin, regardant tout le monde s'extasier devant Jenny dans sa nouvelle robe de marque, prenant des selfies et riant avec ses amis. Pendant ce temps, j'étais coincé dans cette vieille robe que j'avais achetée en solde dans un grand magasin. J'ai baissé les yeux sur le gâteau. Le nom de Jenny était écrit en premier, en grosses lettres fantaisistes, le mien relégué dans un coin, comme une pensée après coup. J'ai essayé de rester positive. Après tout, c'était aussi mon anniversaire, non? Peut-être qu'ils avaient prévu quelque chose de spécial pour moi. Mais quand est venu le moment d'ouvrir les cadeaux, la différence de traitement est devenue impossible à ignorer. Jenny a commencé, et bien sûr, elle a été couverte de cadeaux, des vêtements, du maquillage, un tout nouveau sac à main d'une marque que je ne peux même pas prononcer. Puis ce fut mon tour. Je ne m'attendais pas à grand-chose, mais ce que j'ai reçu m'a fait un nœud à l'estomac. Mes parents m'ont tendu une carte cadeau de $100 pour une librairie. Ne vous méprenez pas, j'adore les livres, mais il était difficile d'ignorer le fait que Jenny venait de déballer une carte cadeau de $1000 pour sa boutique préférée. Ils ont essayé de se justifier en disant « Eh bien, tu aimes lire, alors on a pensé que ce serait parfait pour toi. »
J'ai hoché la tête, dit « merci », mais à l'intérieur, je bouillais. Ce n'était pas la carte cadeau en elle-même. C'était ce qu'elle représentait. J'avais l'impression qu'il me disait que je ne valais pas la même chose, que je n'étais pas assez importante pour recevoir plus de 100 $ alors que Jenny en recevait 10 fois plus. C'était une gifle en plein visage. Après la fin de la fête, je suis monté dans ma chambre et j'ai fait mes valises. Je ne voulais plus perdre de temps. J'économisais depuis des mois, et maintenant que j'avais officiellement 18 ans, plus rien ne m'arrêtait. Je n'ai rien dit à mes parents ce soir-là. J'ai juste mis tout ce que je possédais dans 2 valises et j'ai prévu de partir à la première heure le lendemain matin. Le lendemain, je me suis réveillé tôt, espérant partir avant que quiconque ne se lève. Mais bien sûr, rien ne se passe jamais comme prévu. Alors que je descendais les escaliers, mon père m'a surprise. « Où vas-tu avec tout ça ?» a-t-il demandé en regardant les valises. J'ai figé une seconde, puis j'ai pris une profonde inspiration. Je pars. Je ne peux plus rester ici. Le visage de mon père est passé de la confusion au choc. De quoi tu parles? Tu as 18 ans maintenant. On peut t'aider pour l'université, pour tout ce dont tu as besoin. Tu n'es pas obligé de faire ça. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit, m'aider? Comme vous m'avez aidé toutes ces années? Je ne crois pas, non. Ma voix tremblait, mais j'ai continué. Vous avez été assez clair sur ma place dans cette famille, et je ne peux plus le supporter. J'en ai fini d'être le deuxième choix. Il ne savait pas quoi dire. Il est resté là, sans voix. Ma mère a dû entendre l'agitation, car elle est entrée dans la pièce, l'air tout aussi confus. J'ai répété, je pars. Ma mère a essayé de jouer la carte de la culpabilité. Tu ne peux pas nous quitter comme ça. Nous t'aimons. Nous sommes ta famille. J'ai ri. Ce n'était pas drôle, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Ma famille? Vous avez traité Jenny comme une reine et moi comme si je ne comptais pas. C'en est fini. Ils ont tous les deux essayé de me convaincre de rester, mais ma décision était prise. Je n'allais pas les laisser me faire changer d'avis. J'ai attrapé mes valises et je suis sorti par la porte d'entrée, laissant derrière moi tout ce que je connaissais. Je n'avais pas vraiment de plan, mais je savais une chose avec certitude, je ne reviendrai pas. J'ai pris un bus ce matin-là et je me suis dirigé vers une petite ville à environ 4 heures de route. Ce n'était rien de chic, mais c'était assez loin pour que je n'aie pas à m'inquiéter de croiser quelqu'un que je connaissais. J'ai trouvé un appartement bon marché. Honnêtement, c'était plus une boîte à chaussures avec un lit, mais c'était à moi, et c'est tout ce qui comptait. J'ai eu l'impression qu'un poids s'était envolé de mes épaules. Pour la première fois de ma vie, j'étais libre. Je n'avais plus à vivre dans l'ombre de Jenny. Je n'avais plus à subir les comparaisons constantes, le favoritisme, le sentiment d'être invisible. J'étais seul maintenant, et ça me faisait peur, mais c'était aussi une sensation très agréable. J'ai passé les semaines suivantes à m'installer dans ma nouvelle vie. J'ai trouvé un travail à temps partiel dans une épicerie et j'ai essayé de comprendre ce que je voulais faire ensuite. Mes parents n'arrêtaient pas d'appeler et d'envoyer des textos, mais j'ai ignoré chaque message. Je n'étais pas prête à leur parler. Honnêtement, je ne savais même pas si je voulais leur parler un jour. Chaque jour, je me sentais un peu plus forte. Je commençais enfin à découvrir qui j'étais, loin de ma famille, loin de l'ombre de Jenny. Ce n'était pas facile, mais j'étais fier de moi pour avoir franchi ce pas. Je n'avais pas beaucoup d'argent, mais j'avais la tranquillité d'esprit, et ça valait plus que tout ce qu'ils auraient pu me donner. Avec le recul, franchir cette porte a été la meilleure décision que j'ai jamais prise. Il ne s'agissait pas seulement de quitter mes parents. Il s'agissait de me choisir, moi, pour la première fois de ma vie. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait, mais j'étais prête à y faire face, à mes propres conditions. Après mon départ de la maison, un silence étrange a suivi. Je suppose que je m'attendais à quelque chose de dramatique, comme mes parents se présentant à mon nouvel appartement ou me bombardant d'appels incessants, mais cela n'est pas arrivé. Une partie de moi était soulagée qu'il n'ait pas essayé de me ramener de force. Une autre partie, cependant, se demandait s'il s'en souciait vraiment. Les premiers jours après mon départ étaient surréalistes. J'avais ce minuscule appartement, qui n'était honnêtement que 4 murs avec un lit et un robinet qui fuyait, mais c'était le mien. Je me souviens être assise là, dans le silence, en pensant, et maintenant? Ce n'est pas comme si j'avais un grand plan, je voulais juste m'enfuir. Mais une fois que vous êtes parti,
quelle est la suite? J'ai passé beaucoup de temps à y réfléchir, surtout au début, quand j'étais seul dans le silence. Je n'avais pas beaucoup d'argent, mais j'ai réussi à trouver un emploi à temps partiel dans une épicerie pour me maintenir à flot. Ce n'était pas glamour, mais ça payait les factures. Ça m'occupait aussi, ce dont j'avais besoin. Trop de temps libre signifiait trop de pensées, et je n'étais pas prête à faire face à toutes les émotions qui accompagnaient le fait de quitter ma famille. Pendant les premiers mois, j'ai bloqué toutes les tentatives de mes parents pour me contacter. Ils ont appelé, envoyé des SMS, même essayé de m'envoyer des emails, mais je n'en voulais pas. J'avais bloqué leur profil sur les réseaux sociaux, changé mon numéro de téléphone et même dit au propriétaire de ne pas donner mes informations si quelqu'un venait me chercher. J'étais sérieuse quant à l'idée de couper les ponts. Mais le silence, oui, cette partie était difficile. Je pensais que ce serait libérateur, et d'une certaine manière, ça l'était. Je n'avais plus à subir la comparaison avec Jenny à chaque seconde de la journée. Et je pouvais enfin respirer. Mais en même temps, il y avait ce vide persistant que je n'attendais pas. Je ne m'attendais pas à ce qu'il me manque, mais c'était là, ça me rongeait. Pas assez pour rentrer, mais assez pour me faire me demander ce que diable j'étais censé faire maintenant. J'ai passé beaucoup de temps seul pendant ces mois, à réfléchir à tout. C'était un peu comme revisiter le passé, essayer de lui donner un sens. Je restais assise, repassant de vieux souvenirs, essayant de comprendre où tout avait mal tourné. Pourquoi Jenny était-elle toujours la favorite? Pourquoi ne semblais-je jamais être à la hauteur, peu importe ce que je faisais? Un jour, sorti de nulle part, j'ai commencé à voir un thérapeute. Je me suis dit que je pourrais aussi bien parler à quelqu'un. Même si je n'étais pas prête à parler à ma famille. Je ne cherchais pas une grande révélation ou quoi que ce soit. J'avais juste besoin de comprendre pourquoi tout me faisait encore si mal, même après m'être enfui. La thérapie n'a pas été une solution magique, mais elle m'a aidé à voir les choses un peu plus clairement. J'ai commencé à réaliser que le problème n'était pas seulement Jenny ou mes parents. C'était la façon dont ils m'avaient fait me sentir par rapport à moi-même. J'avais passé tellement d'années à croire que je n'étais pas assez bien, que je n'étais pas aussi importante, que je l'avais en quelque sorte intériorisé. Je veux dire, si votre propre famille vous traite comme si vous ne comptiez pas, comment êtes-vous censé croire autre chose? Plus j'en parlais, plus je commençais à comprendre que leur traitement envers moi n'était pas un reflet de qui j'étais. C'était un reflet d'eux. Ils avaient leurs propres problèmes, leurs propres raisons de faire du favoritisme, mais cela ne signifiait pas que j'avais moins de valeur à cause de ça. Il m'a fallu beaucoup de temps pour m'en rendre compte. Je pense que c'est quelque chose avec lequel je lutterai toujours, à un certain niveau. Pendant cette première année loin de chez moi, je n'ai pas fait de grands projets. J'ai gardé la tête basse, j'ai fait mes heures de travail et je suis restée discrète. J'avais quelques amis, mais je n'étais pas exactement en train de vivre ma vie à fond. La plupart du temps, je restais dans mon coin. J'avais besoin de cet espace. J'avais besoin de temps pour tout digérer, même si cela signifiait passer de nombreuses nuits à fixer le plafond en me demandant si je me sentirais un jour vraiment normal. Pendant ce temps, Jenny vivait sa vie aussi. Je ne lui avais pas parlé depuis mon départ. Et pour être honnête, je ne m'attendais pas à le faire. J'imaginais qu'elle était à l'université ou quelque chose comme ça, probablement toujours l'enfant prodige aux yeux de mes parents. Je ne la détestais plus. Je crois que j'ai cessé de la détester au moment où j'ai franchi la porte. Ce n'était pas vraiment de sa faute si nos parents l'avaient mise sur un piédestal. Je pense que je l'avais blâmée pendant si longtemps que je n'avais même pas réalisé à quel point la situation était tordue. Elle jouait simplement le rôle qu'il lui avait donné. Il y a eu une nuit, peut-être 6 ou 7 mois après mon départ, où j'ai failli prendre le téléphone. Mon père avait envoyé un long email, disant qu'il s'ennuyait de moi et qu'il voulait juste parler. Pendant une seconde, j'ai pensé à répondre. J'ai pensé à lui donner une chance de s'expliquer, peut-être même de recoller les morceaux. Mais ensuite, je me suis souvenu de toutes les années où j'étais le second choix, de toutes les fois où ils m'ont ignoré ou balayé d'un revers de main, et je n'ai tout simplement pas pu. Au lieu de ça, j'ai supprimé l'email. Ce n'était pas le moment pour moi de pardonner ou d'oublier. Je n'étais toujours pas sûr de le vouloir un jour. Que pourrait-il dire pour rattraper tout ça? Que pourrait-il m'offrir maintenant, après toutes ces années à me faire sentir que je ne comptais pas? Alors j'ai continué à garder le silence. C'était mieux ainsi. Je n'étais pas prête à leur faire face. Et je ne leur devais rien. Pas encore.
Au fil des mois, j'ai commencé à me sentir un peu plus installé dans ma nouvelle vie. Je n'étais pas exactement heureuse, mais je n'étais pas malheureuse non plus. Je suppose que c'est un progrès, non? Je travaillais, je me suis fait de nouveaux amis, et j'ai commencé à sentir que je pouvais à nouveau respirer. Lentement, j'ai commencé à construire quelque chose pour moi, même si ce n'était que de petits pas. Ça faisait du bien d'être aux commandes de ma propre vie pour une fois. Mais de temps en temps, je pensais à eux. Mes parents, Jenny, la vie que j'avais laissée derrière moi. Je me demandais ce qu'ils faisaient, s'ils avaient enfin réalisé à quel point ils avaient tout gâché. Je me demandais s'ils s'ennuyaient de moi autant qu'ils le prétendaient, ou s'ils essayaient juste de se donner bonne conscience. C'était difficile à dire. Ce que je savais, c'est que je n'étais pas prête à y retourner. Pas encore. J'avais beaucoup de guérison à faire, et ça allait prendre du temps, peut-être beaucoup de temps. Pour l'instant, le silence était exactement ce dont j'avais besoin. Donc, avance rapide, presque 2 ans après mon départ de la maison. À ce moment-là, je m'étais à peu près installé dans ma nouvelle vie. Ce n'était pas glamour ou quoi que ce soit, je vivais toujours dans ce petit appartement, travaillant à l'épicerie et restant dans mon coin. Je m'étais fait quelques amis, mais rien de trop proche. Principalement, je gardais la tête basse et je me concentrais sur la construction de quelque chose, n'importe quoi, qui me semblait être à moi. Puis un jour, sorti de nulle part, et je sais que j'ai dit que je n'utiliserais pas cette expression, mais sérieusement, c'est venu de nulle part, j'ai reçu un message de mon père sur Facebook. J'ai failli ne pas l'ouvrir. Ma première réaction a été de le supprimer et de continuer ma vie. Mais quelque chose m'a arrêté. Peut-être que j'étais curieuse. Peut-être que je voulais juste voir ce qu'il avait à dire. Alors j'ai cliqué. C'était un long message, l'un de ceux où l'on sent que quelqu'un y a beaucoup réfléchi. Mon père s'est excusé, et je veux dire, vraiment excusé, pour la façon dont il m'avait traité. Il a admis qu'ils avaient fait du favoritisme avec Jenny et à quel point cela avait été injuste pour moi. Il a même dit que lui et ma mère en avaient parlé et qu'ils avaient réalisé à quel point ils avaient tout gâché. Il a dit qu'il voulait une chance de recommencer, d'essayer de reconstruire notre relation. Il m'a demandé si je voulais venir dîner un de ces soirs pour qu'on puisse parler en personne. Maintenant, voilà le truc. Pendant des années, tout ce que je voulais, c'était des excuses. J'ai passé tellement de temps à attendre qu'il réalise à quel point il m'avait blessé, à quel point il m'avait rendu invisible. Mais quand je les ai finalement eus, je n'ai pas ressenti ce grand poids s'envoler de mes épaules. Ce n'était pas le grand moment que j'avais imaginé. Honnêtement, c'était juste bizarre. Je suis resté assise là, fixant l'écran, essayant de comprendre ce que j'étais censé ressentir. Devais-je être heureuse? Soulagée? En colère? Je n'étais pas sûr. Je savais juste que ce n'était pas aussi simple que « Oh, ils se sont excusés, donc tout va bien maintenant ». Loin de là. Une partie de moi voulait répondre tout de suite et leur dire exactement à quel point ils m'avaient fait mal, que ce ne serait pas si facile de tout réparer. Mais une autre partie de moi n'avait même pas envie de s'en donner la peine. J'avais passé 2 ans sans eux, à construire ma propre vie, et je ne savais pas si j'étais prête à les laisser revenir, même s'ils étaient désolés. J'en ai parlé à ma thérapeute lors de notre session suivante. J'ai tout déballé. Le message, les excuses, tout. Elle m'a dit quelque chose qui m'a vraiment marqué. Elle a dit, vous n'êtes pas obligé de leur pardonner juste parce qu'ils se sont excusés. C'est à vous de décider de la suite. Il s'agit de ce dont vous avez besoin, pas de ce qu'ils veulent. Ça m'a vraiment frappé. J'ai réalisé que je n'avais pas à me précipiter, et que je ne leur devais pas le pardon juste parce qu'ils l'avaient demandé. Pourtant, il n'était pas facile de savoir quoi faire. J'ai passé les jours suivants à hésiter. Devrais-je répondre? Devrais-je l'ignorer? Que se passerait-il si je leur donnais une autre chance? Les choses seraient-elles vraiment différentes ou serait-ce la même vieille histoire, avec eux favorisant Jenny et moi recevant les miettes? J'essayais d'imaginer ce que ce serait de s'asseoir en face de mes parents à table après tout ce qui s'était passé. De quoi parlerions-nous même? Essaieraient-ils de justifier leurs actions ou balayeraient-ils tout sous le tapis comme ils le faisaient toujours? Je ne savais pas si j'avais la force de traverser tout ça. En même temps, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à la chance d'obtenir une forme de conclusion. Peut-être que je pourrais enfin obtenir des réponses, ou au moins dire ce que j'avais sur le cœur. Alors, après beaucoup de réflexions, et probablement trop de réflexions,
j'ai décidé de répondre. J'ai fait court. J'ai dit à mon père que j'appréciais les excuses, mais que si nous devions avoir une quelconque relation, j'avais besoin de plus qu'une simple invitation à dîner. J'avais besoin de vraies réponses. J'avais besoin de comprendre pourquoi il m'avait traité comme il l'avait fait, et je n'étais pas prête à les rencontrer à moins qu'il ne soit prêt à avoir cette conversation honnête. J'ai appuyé sur « Envoyer » et j'ai attendu. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Répondrait-il tout de suite? M'ignorerait-il? Je n'en avais aucune idée. Mais le lendemain, j'ai reçu une réponse de mon père. Il a dit qu'il comprenait et qu'ils étaient prêts à être ouverts sur tout. Il a dit qu'il répondrait à toutes mes questions, peu importe à quel point ce serait difficile. C'est là que j'ai réalisé que j'étais à la croisée des chemins. C'était ma chance de les confronter, d'entendre enfin la vérité sur pourquoi les choses avaient été ainsi. Mais je n'étais toujours pas sûre d'être prête pour ça. Une partie de moi avait peur d'entendre leur réponse. Peur que cela ne me donne pas la conclusion que je pensais chercher. Et s'ils disaient quelque chose qui empirait les choses? Et si la vérité était encore plus laide que je ne l'avais imaginé? Je n'arrêtais pas d'hésiter. Était-ce vraiment le bon moment pour avoir cette conversation? Étais-je assez forte pour leur faire face après tout ce qui s'était passé? J'avais travaillé si dur pour construire ma propre vie, et je ne voulais pas risquer d'annuler tous ces progrès juste parce que j'étais curieuse de ce qu'ils avaient à dire. Mais en même temps, je savais que si je n'affrontais pas ça maintenant, ça continuerait à me ronger. Alors, après quelques séances de thérapie supplémentaires et beaucoup d'introspection, j'ai pris une décision. J'ai dit à mon père que je viendrais dîner, mais seulement s'ils étaient sérieux au sujet de répondre à mes questions. Fini les excuses, fini de faire semblant. Je voulais la vérité, et je ne me contenterai de rien de moins. Le jour où j'ai envoyé ce message, j'ai ressenti un étrange mélange de soulagement et d'appréhension. Je savais qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Quoi qu'il arrive ensuite, j'allais devoir y faire face. Je n'étais pas sûr de l'issue, mais je savais que c'était quelque chose que je devais faire pour moi, pas pour eux. Et donc, j'ai attendu. Pour la première fois depuis des années, j'allais de nouveau faire face à mes parents. Je ne savais pas ce qui allait se passer, mais une chose était claire. Ce serait un tournant, d'une manière ou d'une autre. Donc, après toute cette réflexion, j'ai finalement accepté de rencontrer mes parents. Nous avons fixé une date pour le dîner, et je redoutais ce moment avec le genre d'appréhension qui vous noue l'estomac et ne vous lâche pas. Je n'arrêtais pas de repasser différents scénarios dans ma tête, ce qu'ils diraient, comment je réagirais, si je perdrais mon sang-froid ou si je resterais calme. Je n'étais pas sûr de ce qui allait se passer, mais je savais que je devais le faire pour moi, pas pour eux. Le jour J est arrivé, et j'ai failli tout annuler. J'avais mon téléphone en main, le pouce planant au-dessus du bouton « Annuler », mais quelque chose m'a arrêté. Peut-être que c'était cette petite voix au fond de ma tête qui me rappelait pourquoi j'avais besoin de ça. Alors, je n'ai pas annulé. Je suis monté dans ma voiture, j'ai conduit jusqu'à leur maison et je me suis garé dehors pendant bien 10 minutes, juste assise là, essayant de respirer. C'était bizarre d'être de retour. L'endroit n'avait pas changé du tout. Le même porche, le même jardin, même le même vieux fauteuil à bascule où mon père avait l'habitude de s'asseoir. Je suis resté assise là, pensant, mais qu'est-ce que je fous ici? Mais je savais que si je n'entrais pas maintenant, je ne le ferais jamais. Alors je me suis forcé à sortir de la voiture, j'ai marché jusqu'à la porte d'entrée et j'ai sonné. Mon cœur battait la chamade, et je sentais l'anxiété monter. La porte s'est ouverte, et ils étaient là, mes parents, l'air plus âgés que dans mon souvenir. Ma mère a souri, une sorte de sourire nerveux, et mon père s'est écarté pour me laisser entrer. Entrer dans cette maison, c'était comme faire un bond dans le passé. Tout semblait exactement pareil. Les photos de famille étaient toujours sur le mur, la plupart de génie, bien sûr. C'était comme si je n'étais jamais parti. Et pendant une seconde, ça m'a vraiment perturbé. Ça m'a fait réaliser à quel point j'avais changé, même si eux n'avaient pas changé. Nous nous sommes assis à la table de la salle à manger, la même où j'avais passé tant de dîners à me sentir invisible. Ma mère avait fait des spaghettis, mon plat préféré quand j'étais enfant, mais l'odeur me mettait juste mal à l'aise. C'était comme s'ils en faisaient trop pour que tout paraisse normal, comme si j'étais juste venu pour un dîner de famille décontracté. Mais nous savions tous que ce n'était pas le cas. Je n'ai pas dit grand-chose au début. Mon père a commencé par des banalités, me demandant comment j'allais,
comment allait le travail, ce genre de choses. Mais je n'étais pas là pour ça. Je ne voulais pas faire comme si tout allait bien. Alors, après quelques minutes, j'ai crevé l'abcès. Écoutez, je ne suis pas venu pour papoter. Je suis venu parce que j'ai besoin de réponses. La pièce est devenue silencieuse d'un coup. Mon père m'a regardé, un peu surpris, mais il a hoché la tête. On te doit bien ça, a-t-il dit. Tu as raison. Je n'ai pas perdu de temps. J'ai juste posé la question qui me brûlait l'esprit depuis des années. Pourquoi? Pourquoi m'avez-vous toujours traité comme si je ne comptais pas? Pourquoi Jenny était-elle toujours la favorite? Le visage de ma mère s'est décomposé, et elle a commencé à avoir les larmes aux yeux. Elle a regardé mon père comme si elle ne savait pas par où commencer. Mon père s'est raclé la gorge et a commencé à parler. Il a dit que lorsqu'ils nous ont eus, Jenny et moi, ils n'étaient pas préparés à avoir des jumelles. Ils ne voulaient qu'un enfant. Et quand ils ont découvert qu'il y en avait deux, ils ont paniqué. Il a admis qu'ils ne savaient tout simplement pas comment gérer la situation. Alors ils se sont concentrés sur celle qui semblait plus facile, Jenny. Je suis resté là, abasourdi. Plus facile? Vous m'avez traité comme si j'étais une sorte de problème parce que je n'étais pas aussi extraverti ou joli que Jenny? Mon père a soupiré. Ce n'était pas comme ça. Enfin, peut-être que si. Nous ne voulions pas que ce soit comme ça, mais avec le temps, nous sommes tombés dans ce schéma de donner plus d'attention à Jenny. Elle était toujours sous les feux des projecteurs, et nous n'avons pas réalisé à quel point nous te négligions. Je ne savais pas quoi dire. Je veux dire, je m'étais douté que c'était quelque chose comme ça, mais l'entendre le dire à voix haute, ça faisait mal d'une manière à laquelle je n'étais pas prête. Ma mère a finalement pris la parole. Elle pleurait à ce stade, sa voix tremblante. Nous avons eu tort. Nous avons eu tellement tort, et nous ne l'avons pas vu avant ton départ. Nous pensions que tu allais bien. Tu as toujours été si indépendante. Et Jenny, eh bien, elle avait plus besoin de nous. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire, même si rien de tout cela n'était drôle. Plus besoin de vous? Vous êtes en train de me dire que je n'avais pas besoin de mes propres parents parce que je ne demandais pas autant, parce que je n'avais pas besoin que vous me fassiez des câlins comme vous le faisiez avec elle? Ma mère a juste pleuré plus fort, et mon père a mis sa tête dans ses mains. Nous avons échoué avec toi, a-t-il dit. Nous le voyons maintenant, et nous sommes désolés. Nous sommes tellement désolés. Je suis restée assise, sentant toute la colère et la douleur monter en moi. Je voulais crier, leur hurler dessus pour tout ce qu'ils avaient fait, mais en même temps, j'étais épuisé. J'avais porté ce fardeau pendant si longtemps, et je n'étais pas sûr que leur crier dessus allait l'alléger. J'ai pris une profonde inspiration. Il ne s'agit pas seulement d'être désolé, ai-je dit. Il s'agit de comprendre les dégâts que vous avez causés. Vous avez passé toute ma vie à me faire sentir que je n'étais pas assez bien, que je ne comptais pas. Et maintenant, vous voulez vous excuser après toutes ces années. Ils n'ont rien dit pendant un moment. Ma mère pleurait doucement. Et mon père avait l'air de ne pas savoir comment arranger les choses, parce qu'honnêtement, il ne le pouvait pas. Aucune excuse ne pouvait effacer des années à se sentir invisible. Mais j'ai continué. Je ne suis pas venu ici pour des excuses. Je suis venu parce que j'avais besoin de dire ça à voix haute. Vous m'avez blessé. Vous m'avez fait sentir que je n'étais rien comparé à Jenny, et ce n'est pas quelque chose que vous pouvez simplement effacer. Mon père a hoché lentement la tête. Je comprends. Nous ne nous attendons pas à ce que tu nous pardonnes tout de suite. Nous voulions juste avoir la chance de te dire à quel point nous sommes désolés, et de voir s'il y a un moyen d'essayer de réparer les choses. Je ne savais pas s'il y avait un moyen de réparer ça. Je leur ai dit, je ne suis pas prête à vous pardonner. Je ne sais pas si je le serai un jour. Mais j'apprécie que vous le reconnaissiez enfin. Il n'y avait pas grand-chose d'autre à dire après ça. Nous sommes restés assis dans un silence gênant pendant un moment, en mangeant nos spaghettis. Ce n'était pas une grande réconciliation émotionnelle, et je ne suis pas parti en sentant que tout était réparé. Loin de là. Mais au moins, j'avais dit ce que j'avais sur le cœur. Au moins, il savait enfin à quel point il m'avait blessé. Après le dîner, je me suis levé pour partir. Ma mère m'a serré dans ses bras en sortant, et c'était raide, comme si aucun de nous ne savait quoi faire. Mon père m'a tapoté le dos et m'a dit de le contacter quand je serais prête. J'ai hoché la tête, mais je n'ai fait aucune promesse.
En repartant, je me sentais plus légère, je suppose. Pas mieux, mais plus légère. Ce n'était pas la conclusion que j'avais imaginée, mais c'était quelque chose. C'était un début. Partie 2. Après ce dîner, je ne savais pas vraiment comment me sentir. Je suis retourné à mon appartement dans un drôle d'état d'esprit. Ce n'est pas comme si un énorme poids avait été levé ou quoi que ce soit du genre. C'était plutôt comme si j'avais fait le premier pas d'un très long et inconfortable voyage. Je ne me sentais pas mieux, mais je ne me sentais pas plus mal non plus, juste différente. Pendant les jours qui ont suivi, je n'arrêtais pas de me repasser la conversation avec mes parents dans ma tête. Je ne sais pas pourquoi, mais j'essayais d'analyser chaque mot, chaque réaction. Les excuses de mon père, les larmes de ma mère, la façon dont ils sont restés assis là quand je leur ai dit à quel point j'étais blessé. Je ne sais pas à quoi je m'attendais, mais je suppose qu'une partie de moi pensait que ce serait plus satisfaisant. Comme si, après des années à être ignoré et à sentir que je ne comptais pas, ce devait être le moment où j'obtenais enfin une forme de conclusion. Mais ça ne s'est pas produit. En fait, c'était presque anticlimactique. Ils se sont excusés, j'ai pu dire ce que j'avais à dire, mais ça n'a pas vraiment changé quoi que ce soit. Ce n'est pas comme si je me sentais soudainement guéri ou que notre relation s'était magiquement réparée. Au contraire, ça a juste confirmé ce que je savais déjà. Il y avait beaucoup de dégâts, et ce ne serait pas facile à défaire. Je n'arrêtais pas de penser à ce que ma thérapeute avait dit, sur le fait que je ne leur devais pas le pardon juste parce qu'ils avaient dit qu'ils étaient désolés. J'essayais de me le rappeler chaque fois que je me sentais coupable de ne pas être prête à leur pardonner. Ils voulaient arranger les choses, certes, mais ça ne voulait pas dire que je devais être prête pour ça maintenant. J'avais passé tellement de temps à construire une vie sans eux, et je n'étais pas sûr de vouloir les laisser y revenir, même s'ils étaient sincèrement désolés. Jenny m'a contacté quelques jours après le dîner. C'était une toute autre dimension de malaise. Elle m'a envoyé un long texto disant qu'elle avait entendu parler du dîner et qu'elle espérait que nous pourrions parler un jour. Je ne savais pas comment répondre à ça. Je veux dire, elle faisait partie de la raison pour laquelle je suis parti, même si elle n'en était pas pleinement consciente à l'époque. Il était difficile de séparer la personne qu'elle était de la façon dont nos parents nous avaient traités. Je n'ai pas répondu tout de suite. Honnêtement, je n'étais pas sûr d'en avoir envie. C'était comme ouvrir une autre boîte de Pandore alors que je n'avais même pas fini de gérer la première. Mais une partie de moi savait que je devrais y faire face aussi, tôt ou tard. Pour l'instant, je prends les choses au jour le jour. Je n'ai pas encore pris de grandes décisions. Je n'ai pas décidé si je suis prête à laisser mes parents revenir pleinement dans ma vie, ou si je veux même avoir une relation avec Jenny. En ce moment, j'essaie juste de tout digérer, de comprendre où j'en suis et ce dont j'ai besoin. C'est bizarre. Je pensais que recevoir des excuses serait comme la fin de quelque chose, mais au lieu de ça, j'ai l'impression que c'est le début de quelque chose d'autre. Quelque chose qui va prendre beaucoup de temps à comprendre. Et c'est d'accord. J'ai réalisé qu'il n'y a pas d'urgence. Quoi qu'il arrive ensuite, ça arrivera quand je serai prête. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Et surtout, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, on adore vous lire.